Aujourd'hui, nous visitons l'usine où l'on forge les véritables colonnes vertébrales d'acier des géants des mers. Derrière moi repose une pièce colossale qui se transformera bientôt en arbre d'hélice pour un brise-glace ultra moderne. Écoutez bien ce chiffre, 300 tonnes. C'est le poids de 75 éléphants adultes si l'on décidait soudain de les peser ensemble. Et il ne s'agit pas d'un simple bloc de métal, mais d'une pièce destinée à tourner dans l'océan avec une précision d'horloger. Chaque centimètre de ce géant est le fruit d'un travail titanesque, où le métal se plie à la volonté de l'homme. Tout commence par un énorme lingot d'acier. Pour vous donner une idée de l'échelle, ce lingot pèse environ 450 tonnes. Pourquoi autant alors qu'au final il n'en faut que 300 ? Parce qu'au cours du processus, nous allons retrancher tout le superflu, comme des sculpteurs. Ce bloc d'acier doit d'abord être chauffé. Le four, de la taille d'un garage pour 2 voitures, est tapissé à l'intérieur de briques réfractaires spéciales. D'énormes brûleurs à gaz rugissent si fort que le sol vibre sous les pieds. Le lingot y entre sur une plateforme spéciale, poussée par de puissants vérins. Là, la température monte lentement jusqu'à 1200 degrés. Ce n'est pas simplement une chaleur intense, c'est un état où l'air autour du four se met à trembler et à onduler. L'acier passe des dizaines d'heures dans ce brasier, jusqu'à ce que la chaleur le pénètre de part en part, jusqu'au cœur même. Lorsque les portes du four s'ouvrent enfin, une vague de lumière en jaillit, si intense qu'on a envie de fermer les yeux. L'acier devient orange vif, il rayonne littéralement de l'intérieur. Maintenant, elle devient malléable, bien que le mot « malléable » sonne étrangement ici. Car cette masse incandescente pèse encore autant qu'une petite maison de briques. Le métal n'est plus aussi dur que la pierre. Il évoque plutôt une pâte à modeler très épaisse et incroyablement lourde, qui n'attend que le coup de presse. Ensuite commence le grand spectacle, le forgeage. Oubliez le forgeron et son marteau. Ici, c'est une presse hydraulique qui travaille, comprimant le métal brûlant avec une force de 16 000 tonnes. Une pression capable d'aplatir n'importe quoi. Mais notre objectif est d'étirer le lingot en une longue tige fine. Fine, j'exagère bien sûr, car son diamètre dépasse le mètre. La presse frappe l'acier, transformant l'ébauche épaisse en un long arbre. Cela prend des dizaines d'heures. Le métal est constamment réchauffé pour qu'il ne devienne pas cassant. Dans l'atelier règne une chaleur telle qu'on se croirait au seuil de l'enfer. Mais les ouvriers restent sereins. Ils ont l'habitude de dompter ce métal chaque jour. Une fois la forme obtenue, vient le moment du traitement thermique. C'est une étape cruciale. Si l'acier refroidit trop vite, il se fissure simplement sous l'effet de la tension interne. L'arbre est placé dans une chambre spéciale où il refroidit lentement pendant plusieurs jours, parfois même plusieurs semaines. Ensuite, on le chauffe à nouveau à des températures précises, puis on le refroidit une fois de plus. Cette opération permet d'affiner la structure du métal et de le rendre extrêmement résistant. Un brise-glace n'est pas un bateau de plaisance. Il doit fendre des glaces de 3 mètres d'épaisseur. Son arbre subit des contraintes colossales lorsque l'hélice percute les blocs de glace. La moindre micro-fissure, et c'est la catastrophe. Une fois l'acier apaisé, commence l'étape de l'usinage mécanique. C'est mon étape préférée. L'arbre est installé sur un tour. Ce tour mesure 40 mètres de long. Il fait tourner cette masse de 300 tonnes pendant qu'un énorme outil de coupe enlève les copeaux. Ces copeaux ont l'épaisseur d'un doigt et sont brûlants comme de la braise. C'est là qu'on atteint les dimensions finales. Une erreur d'1 millimètre signifie qu'il faut renvoyer l'arbre à la refonte, soit des millions d'euros et des mois de travail perdus.
Une question à part concerne le perçage intérieur de l'arbre. En effet, il n'est pas plein. On fore un trou sur toute sa longueur qui peut atteindre 25 mètres. Cela permet d'alléger l'ensemble et d'installer le système de commande des pales de l'hélice. Le perçage d'un tel trou constitue une véritable épreuve pour les ingénieurs. Il faut des forets spéciaux d'une longueur considérable et une alimentation constante en huile sous pression pour évacuer les copeaux et refroidir l'outil. La moindre déviation du foret et la pièce est fichue. Mais nos gars accomplissent cela avec une telle assurance qu'on croirait qu'ils percent un simple trou dans une palissade. Une fois l'arbre tourné et brillant comme un miroir, il part pour le meulage et le polissage. La surface doit être parfaitement lisse, notamment aux endroits où les roulements maintiennent l'arbre. La moindre rugosité entraînera une surchauffe en navigation. Et vous comprenez bien qu'au milieu de l'Arctique, impossible de passer au garage. Le contrôle qualité devient alors un véritable rituel. On utilise les ultrasons pour ausculter le métal de part en part, comme une radiographie. On recherche le moindre vide, la moindre inclusion. Si tout est impeccable, l'arbre reçoit son passeport et se prépare pour le voyage vers le port. Ce qui fascine aussi, c'est le temps nécessaire à la fabrication d'un tel cœur de navire. Entre la première étincée dans le four et le moment où l'arbre est chargé sur la plateforme, il s'écoule de 4 à 6 mois de travail ininterrompu en 3-8. Et au cours de l'usinage mécanique, les machines enlèvent près de 150 tonnes de copeaux. Autrement dit, un tiers de la masse initiale du lingot se transforme en poussière métallique et en copeaux en spirale, qui repartent ensuite à la refonte. Transporter un tel monstre relève de l'aventure. Impossible de le glisser dans un camion ordinaire. On utilise des plateformes spéciales multi-essieux qui avancent à la vitesse d'un piéton. Chaque roue peut pivoter indépendamment pour négocier les virages. Il faut souvent démonter des panneaux routiers, voire soulever des lignes électriques. Mais lorsque cette colonne vertébrale d'acier se retrouve enfin dans la coque du navire, on comprend pourquoi tant d'efforts ont été déployés. Mais combien en existe-t-il réellement dans le monde? En vérité, il s'agit d'un produit artisanal, presque joaillier, malgré un poids de plusieurs centaines de tonnes. Chaque année, à travers le monde, on ne fabrique que quelques dizaines de ces arbres géants. Car ils ne sont nécessaires qu'aux véritables titans, les brise-glaces nucléaires de nouvelle génération, les pétroliers géants, ou les porte-conteneurs capables de transporter des milliers de caisses de marchandises en un seul voyage. Chaque commande de ce type constitue un événement pour l'industrie. Qui ose se lancer dans un tel travail? Les lieux capables de le faire se comptent sur les doigts d'une main. Ce sont des usines géantes en Corée du Sud, au Japon et en Allemagne. On y trouve de véritables clusters industriels, où un atelier coule l'acier, un autre le forge, et un troisième s'occupe de cet usinage de précision chirurgicale. Par exemple, des entreprises comme Mitsubishi ou Hyundai possèdent des machines capables de tourner des pièces longues comme un petit terrain de football. C'est la ligue d'élite de la construction mécanique, dont l'accès reste fermé à quiconque ne possède pas une centaine d'années d'expérience. Mais où vont-ils? Les principaux acheteurs aujourd'hui sont les chantiers navals, qui construisent des navires pour l'Arctique et l'Antarctique. À mesure que les glaces deviennent de plus en plus accessibles au commerce, la demande en brise-glace puissant augmente. Chaque nouveau navire nécessite au moins un arbre, et souvent 2 ou 3. Ils deviennent partie intégrante d'un système complexe qui transmet l'énergie du moteur vers l'hélice, permettant au navire de littéralement repousser les champs de glace. Sans ce pilier d'acier, même le réacteur nucléaire le plus puissant ne serait qu'un simple radiateur géant à l'intérieur d'une boîte métallique. J'espère que cette visite de l'usine vous a plu autant qu'à moi. C'était bruyant, c'était chaud, mais incroyablement fascinant, n'est-ce pas ?
Ce Boeing 747 valait 400 millions de dollars. Dans 3 semaines, il sera découpé en morceaux. L'ancien roi des airs, qui transportait des centaines de milliers de passagers d'un continent à l'autre, n'est plus qu'un amas géant d'aluminium aéronautique. Dans cette vidéo, nous pénétrons dans un site de démantèlement fermé au public pour découvrir le fonctionnement de cisailles hydrauliques titanesques et le devenir de 200 tonnes de carburant. Nous traverserons la cabine déserte et découvrirons quelle sera la nouvelle vie de cet appareil après sa fonte. Lorsque nous longeons le fuselage, il semble éternel. Mais dans l'aviation, tout se joue en cycle, décollage et atterrissage. Après 20 à 30 ans de service, le métal se fatigue. Chaque vol pour un avion constitue un cycle de pressurisation et de dépressurisation. Le fuselage respire littéralement. Il se dilate en altitude en raison de la différence de pression et se contracte lors de l'atterrissage. Imaginez que vous pliez un fil d'aluminium dans un sens puis dans l'autre. Tôt ou tard, il finira par se rompre. Après des milliers de tels cycles, des micro-fissures apparaissent dans la structure du métal. Les réparer devient si coûteux qu'il est plus économique d'acheter un appareil neuf. Seconde raison, l'efficacité énergétique. Les vieux géants possèdent 4 réacteurs. Il y a 30 ans, c'était la norme. Mais aujourd'hui, les bimoteurs modernes consomment de 30 à 40% de kérosène en moins, tout en transportant le même nombre de passagers. Dans le ciel, chaque litre de carburant superflu représente une perte pour la compagnie aérienne. Par ailleurs, l'entretien d'un appareil ancien devient un véritable défi. Les pièces détachées ne sont plus produites et les contrôles réglementaires deviennent de plus en plus fréquents et longs. Un avion ne génère des revenus que lorsqu'il est en vol. S'il reste cloué au hangar pendant des mois, faute d'une pièce rare, son sort est scellé. Ainsi, dès que les coûts de sécurité et de carburant dépassent les profits, le géant d'acier est envoyé au recyclage. La phase de vidange de l'appareil constitue l'étape la plus dangereuse et la plus délicate avant le début du démantèlement. Lorsqu'un Boeing 747 arrive dans la zone de recyclage, ses réservoirs d'ailes et centraux peuvent encore contenir jusqu'à 200 tonnes de carburant. Ce ne sont pas de simples résidus, c'est le volume de plusieurs wagons-citernes ferroviaires. On commence par raccorder des stations de pompage mobile aux conduites de carburant. Le carburant n'est pas simplement déversé dans un seau. Il est pompé à travers des vannes hermétiques pour éviter toute évaporation et la moindre étincelle. Une fois la majeure partie du kérosène extraite, débute le séchage. Des orifices de drainage spéciaux s'ouvrent aux points les plus bas des ailes pour évacuer chaque goutte. Mais même vide, un réservoir reste un piège mortel en raison des vapeurs de carburant. Le système est donc purgé au gaz inerte jusqu'à ce que les capteurs confirment une sécurité totale pour l'utilisation d'outils. Une fois l'appareil asséché, vient le tour des moteurs. Chaque réacteur de Boeing est un chef-d'œuvre technologique de plus de 4 tonnes. On ne les découpe pas simplement. Des chariots élévateurs ou des grues spéciales sont amenés jusqu'au pylône et fixent le moteur en plusieurs points. Les mécaniciens déconnectent manuellement des centaines de câbles, de conduites de carburant et de tubes hydrauliques. Les boulons de fixation, les fameux axes de sécurité, sont dévissés en dernier. Le moteur est ensuite descendu délicatement sur un berceau de transport. Fait intéressant, même si l'avion est mis au rebut, les moteurs possèdent souvent encore des milliers d'heures de vie. Ils sont soigneusement mis sous cocon et expédiés vers un entrepôt. Un tel moteur d'occasion, mais en bon état, peut valoir entre 5 et 10 millions d'euros. C'est l'organe le plus précieux du géant d'acier, qui continue souvent sa vie dans les airs sur un autre appareil, tandis que son ancien propriétaire finit en ferraille. Lorsque les réservoirs sont vides et les moteurs démontés, nous pénétrons à l'intérieur, et le spectacle est surréaliste. Un immense espace sur 2 niveaux
règne un silence de mort. Le démantèlement de la cabine est un travail manuel à 90%, car il ne s'agit pas simplement de tout casser, mais de récupérer ce qui peut encore rapporter de l'argent. Les premiers éléments démontés sont les sièges passagers. Si les sièges de classe économique finissent généralement recyclés comme déchets plastiques et textiles, ceux de classe affaires et de première classe constituent un véritable trésor. Un tel siège transformable peut valoir plus de 30 000 € à l'état neuf. Ils sont soigneusement extraits pour être revendus à des collectionneurs privés, des bureaux ou des compagnies aériennes low cost. On retire ensuite les modules de cuisine et les chariots de service. Vous serez surpris d'apprendre que ces chariots en aluminium sont des articles extrêmement prisés sur le marché de l'occasion. Ils sont achetés pour décorer bars et hôtels. La suite devient plus salissante. Les ouvriers arrachent la moquette et les panneaux muraux en plastique. C'est la partie la plus difficile à recycler, car le plastique aéronautique est un composite complexe, difficilement transformable. On le trie avant de l'envoyer vers des usines spécialisées pour incinération à haute température ou enfouissement. Mais le plus précieux se cache derrière les panneaux et sous le plancher, l'avionique et le câblage en cuivre. Un Boeing 747 compte près de 250 km de fils électriques. On extrait le cuivre par kilomètres entiers, car sa valeur comme matière première secondaire est considérable. On récupère aussi les masques à oxygène, les blocs de commande d'éclairage et les systèmes de communication. Au bout d'une semaine de ce travail acharné, du somptueux appareil ne subsiste qu'un tube métallique vide percé de hublots, à travers lesquels on ne distingue plus désormais que le squelette d'aluminium nu. Et c'est maintenant que commence ce pourquoi nous sommes là, le véritable spectacle. Lorsque l'avion n'est plus qu'une coquille de métal vide, entrent en scène les pelleteuses équipées de cisailles hydrauliques géantes. C'est impressionnant. Ces cisailles exercent une pression de plusieurs centaines de tonnes et tranchent l'aluminium aéronautique comme un couteau de cuisine découpe du carton. Le processus commence par les ailes. L'envergure d'un Boeing 747 atteint près de 65 mètres. La mâchoire hydraulique découpe le métal mètre par mètre. Le plus difficile, ce sont les longerons, la partie structurelle centrale où s'attachent les ailes. C'est là que le métal est le plus épais. Une fois les ailes retirées, vient le tour du fuselage. Le conducteur de pelleteuse travaille avec précision. Il découpe la carlingue en sections d'environ 3 à 4 mètres de large. Quand ces immenses anneaux s'écrasent au sol, un nuage de poussière s'élève et le bruit rappelle le tonnerre. En 2 semaines, du majestueux appareil ne subsiste plus que la queue, dressée seule au milieu du béton, jusqu'à ce que les mâchoires d'acier finissent par la rattraper. Vous pensez qu'une fois les mâchoires d'acier de la pelleteuse terminées, c'est la fin de l'histoire ? En réalité, ce n'est que le début d'une métamorphose fascinante. Ce qui ressemble aujourd'hui à des monceaux chaotiques de ferraille mutilées porte, dans le langage de l'industrie, le nom de ressources stratégiques. Nous voici face à des montagnes de métal, mais il ne s'agit pas de simples déchets. C'est de l'aluminium de première qualité, la véritable aristocratie des métaux. La structure du fuselage d'un Boeing 747 repose sur des alliages d'aluminium de la série 7000. Dans l'aéronautique, on les apprécie pour leur résistance extraordinaire, comparable à celle de l'acier, mais pour un poids nettement inférieur. Ce métal possède toutefois une particularité. Sa production à partir du minerai exige une quantité colossale d'électricité. En revanche, la refonte secondaire permet d'économiser jusqu'à 95% d'énergie. Voilà pourquoi cette ferraille est si précieuse. D'immenses aimants et séparateurs commencent par isoler les boulons d'acier égarés ou les inserts en titane, puis l'aluminium pur part vers les fours de fusion. Abonnez-vous pour découvrir la suite.
Au fond de l'Ohio se cache une machine qui soutient le ciel américain. La presse Mesta 50, un monstre de 36 000 tonnes qui s'enfonce de 10 étages sous terre. Elle comprime le métal avec une force de 50 000 tonnes, soit le poids de 10 tours Eiffel réunies. Sans cette machine, les États-Unis n'auraient ni F-35 ni Boeing 787. Lorsqu'en 2009, une fissure est apparue sur la presse, toute l'aviation américaine a retenu son souffle. Aujourd'hui, nous allons voir comment le titane incandescent se transforme en aile de chasseur sous le coup du poing d'acier de la guerre froide. Prêt à plonger au cœur de la puissance aéronautique américaine ? Si vous vous trouviez devant l'usine Alcoa de Cleveland, dans l'Ohio, rien ne retiendrait votre attention. Un bâtiment industriel ordinaire, un mur de briques grises, des cheminées, des camions. Mais il suffit de descendre pour pénétrer dans un monde où naît la puissance véritable. La presse Mesta 50 ne repose pas sur le sol, elle y est encastrée. 30 mètres de profondeur, 10 étages de béton et d'acier. Pourquoi si profond ? Parce que lorsque 50 000 tonnes de force s'abattent sur le métal, la Terre tremble dans un rayon d'1 kilomètre. Sans ces fondations colossales, la presse s'enfoncerait dans le sol comme un couteau dans du beurre. Cette machine fut construite en 1955, au plus fort de la guerre froide. L'Amérique et l'Union soviétique ne rivalisaient pas seulement dans l'espace, elles se disputaient la maîtrise du ciel. Qui parviendrait à créer les meilleurs avions dominerait les airs. Et pour les meilleurs avions, il fallait des pièces impossibles à fabriquer par des procédés ordinaires. Imaginez une aube de turbine du réacteur F-35. Cette pièce ne mesure que 30 cm de long, mais elle tourne à 10 000 tours par minute à une température de 1400 degrés Celsius. Aucune soudure ne pourrait résister à de telles conditions, elle se désintégrerait en quelques secondes. L'aube doit être monobloc, taillée dans un bloc massif de titane ou de super-alliage de nickel. C'est précisément à cela que sert la Mesta 50. Elle ne coupe pas, elle ne soude pas, elle forge. Elle prend un lingot de titane incandescent de 2 kg et le transforme en une forme précise d'aile ou d'aube en un seul coup. Le processus commence par la préparation. Le lingot de titane est chauffé dans un four spécial, jusqu'à 960 degrés Celsius. À cette température, le titane devient aussi malléable que de la pâte à modeler, tout en conservant sa résistance extraordinaire. Le métal émet une lueur rouge vif, presque blanche, impossible de le regarder sans lunettes de protection spéciale. Lorsque la température atteint le point requis, le bras robotisé extrait le lingot incandescent et, en quelques secondes à peine, le transporte jusqu'à la presse. Le temps est critique. Si le titane refroidit ne serait-ce que de 50 degrés, il deviendra trop dur et la presse ne pourra plus le déformer. Le lingot est placé dans la matrice inférieure, un immense moule en acier qui épouse les contours de la future pièce. Au-dessus descend la matrice supérieure de 150 tonnes. Et là, c'est le choc. 50 000 tonnes de force s'abattent sur le titane incandescent. Pour vous donner une idée, c'est comme si l'on posait simultanément 150 avions de ligne sur votre table. Les vérins hydrauliques, de 2,50 m de diamètre, génèrent une pression de 350 mégapascales, soit 3500 fois la pression atmosphérique. Sous une pression aussi folle, le titane se comporte étrangement. Il ne casse pas, ne se fissure pas, il coule. Les atomes du métal se déplacent, glissent les uns contre les autres, remplissant chaque recoin microscopique du moule. En 3 secondes, un lingot informe se transforme en copie parfaite d'un longeron d'aile ou d'une aube de turbine. L'usine tout entière tremble sous l'impact. À plusieurs centaines de mètres à la ronde, on ressent la vibration, comme un petit séisme. Les ouvriers qui travaillent près de la presse portent des casques spéciaux.
car le son de l'impact atteint 130 décibels, plus fort que le décollage d'un avion à réaction. Mais le plus impressionnant, c'est la précision. Malgré cette force barbare, la presse contrôle la forme à un demi-millimètre près. Des capteurs laser suivent chaque mouvement de la matrice. L'hydraulique corrige la pression des milliers de fois par seconde. Si quelque chose tourne mal, une pièce valant 300 000 € se transforme en ferraille. La Mesta 50 fabrique des pièces pour tous les principaux avions américains. Le F-35, Lightning II, le F-22 Raptor, le Boeing 787 Dreamliner, les moteurs d'hélicoptères Apache, tous comportent des pièces nées sous les coups de cette presse. Chaque mois, plus de 2000 tonnes de titane et de superalliage de nickel y transitent. Puis vint la catastrophe. En 2009, lors d'une frappe de routine, les ingénieurs entendirent un bruit inhabituel. Le métal venait de se fissurer. La presse fut immédiatement arrêtée et la découverte glaça les sangs. Une fissure d'1,20 m était apparue dans la poutre maîtresse. Pour l'industrie aéronautique américaine, ce fut un choc. La Mesta 50 est la seule presse d'une telle puissance dans le pays. Sans elle, la production du F-35 s'arrêtait net, Boeing ne pouvait plus fabriquer de pièces pour le Dreamliner, les commandes militaires restaient en suspens. Chaque jour d'immobilisation coûtait des millions de dollars. Une réparation désespérée s'est engagée. Le problème, c'est qu'une poutre de 2000 tonnes ne peut tout simplement pas être démontée et remplacée. Elle est intégrée dans la structure à 30 mètres de profondeur, entourée de dizaines d'autres systèmes. Les ingénieurs prévoient d'effectuer la réparation sur place. Une équipe spécialisée de soudeurs a travaillé 24 heures sur 24 pendant 4 mois. Ils ont utilisé la technologie la plus avancée, le soudage électrolytier sous atmosphère inerte. La fissure a été soudée couche par couche, chacune d'une épaisseur de 3 mm. Après chaque couche, le métal subissait un traitement thermique pour éliminer les contraintes internes. Au total, 760 couches de cordons de soudure ont été déposées. Parallèlement, une poutre de secours était fabriquée, au cas où la réparation échouerait. Elle a été réalisée dans une autre usine, en utilisant la plus grande grue d'Amérique, d'une capacité de 4000 tonnes. Le coût de cette poutre de secours, 18 millions de dollars. Quant à l'abonnement à ma chaîne, il vous coûtera 0 $ et 0 cent. Alors, vous êtes déjà abonné ? Mais la réparation fut une réussite. En décembre 2009, la Mesta 50 reprit du service. Le premier coup après la remise en état fut observé par 200 ingénieurs. Tous retenaient leur souffle. La presse frappa, le titane se déforma, et la fissure ne réapparut pas. Le ciel américain était sauvé. Aujourd'hui, la Mesta 50 continue de fonctionner. Elle a déjà près de 70 ans, un âge incroyable pour un équipement industriel. Les presses modernes sont plus efficaces et automatisées, mais aucune ne peut atteindre une telle puissance. 50 000 tonnes demeure un record inégalé pour le pays. Fait intéressant, autour de la presse s'est formé tout un écosystème. Des milliers d'ingénieurs, de métallurgistes, d'opérateurs travaillent à l'usine. Beaucoup sont originaires d'Amérique latine, venus aux États-Unis en quête d'une vie meilleure et qui ont trouvé un emploi dans l'aéronautique. Ils façonnent les pièces qui ensuite propulsent des avions dans le ciel du monde entier. La Mesta 50, c'est bien plus qu'une machine. C'est un symbole de puissance industrielle, d'excellence technologique et d'ingéniosité technique. C'est la preuve que parfois, les meilleures solutions ne sont pas les plus récentes, mais celles qui ont été éprouvées par des décennies de travail fiable sous une pression incroyable.
Si vous voulez voir à quoi ressemble le bout du monde industriel, venez à Ecatepec. Cette banlieue de Mexico ne vous accueillera ni avec des mariachis, ni avec des cocktails sur la plage. Ici, l'air est épais des gaz d'échappement de vieilles coccinelles Volkswagen, et les montagnes alentours sont enveloppées d'un smog grisâtre. Mais c'est précisément ici, au milieu des rues poussiéreuses et du chaos incessant, que se joue ce que les Mexicains appellent leur révolution silencieuse. Je me tiens devant les grilles de l'usine Granutech. Dans ma chaussure droite, un caillou s'est coincé, et dans ma bouche persiste le goût de tacos bon marché aux pores mêlés de poussière. Mais devant moi s'ouvre un enfer noir qui se transforme en salut pour ce pays. Le Mexique a un problème. Non, ce n'est pas assez dire. Le Mexique fait face à une catastrophe. Chaque année, plus de 40 millions de pneus sont mis au rebut. La plupart finissent dans des canyons, des rivières ou sur des terrains vagues où ils sont brûlés, empoisonnant l'air avec des dioxines. Pour Mexico, ville qui étouffe dans sa propre cuvette, c'est un poison lent. Mais il y a un autre fléau, les routes. À Mexico, elles ne sont pas simplement mauvaises, elles sont vivantes. À cause des séismes incessants, de l'affaissement des sols et des pluies tropicales, l'asphalte se fissure ici plus vite que vous ne pouvez dire « gracias ». Le bitume traditionnel devient cassant sous le soleil brûlant d'altitude et se fait emporter par la première averse. Nous avons décidé de croiser ces deux problèmes pour qu'ils s'annihilent mutuellement, me confie Carlos, ingénieur chez Granutech, essuyant la sueur de son front d'une main maculée de cambouis. Ses yeux brillent de fierté. Et je comprends pourquoi. Nous entrons à l'intérieur. Ici, rien de la stérilité des laboratoires américains. Ici règne une véritable effervescence. La première étape, c'est la réception. D'énormes camions, rouillés et cabossés par la vie, déversent des milliers de pneus directement dans une cour poussiéreuse. Le spectacle est accablant, de véritables montagnes de caoutchouc noir qui empestent le brûlé sous le soleil. Mais dès qu'ils entrent sur le tapis roulant, la magie opère. Les broyeurs Granutech sont de véritables monstres. Ils ne coupent pas, ils déchirent. Le bruit évoque une créature de fer géante en train de broyer des os. Les vibrations traversent le sol, remontent dans les jambes et font claquer les dents. Ici, impossible de parler. On communique par gestes. Je vois un pneu de poids lourd se transformer en lambeaux, en quelques secondes à peine. Ici, loin des usines aseptisées d'Europe, on voit chaque goutte de sueur des ouvriers. Ils trient à la main ce que les aimants n'ont pas attrapé. C'est un travail sale, difficile, honnête. La poussière est si dense que la lumière du soleil la transperce en colonnes dorées. Nous passons à la zone de broyage fin. Ici, le caoutchouc traverse une cascade de broyeurs, devenant de plus en plus fin, jusqu'à se transformer en farine de caoutchouc. C'est l'ingrédient secret. Carlos prend une poignée de cette poussière noire et me la tend. Elle est tiède, presque chaude. « Ce n'est pas un déchet !» me crie-t-il à l'oreille. « C'est de l'élasticité. C'est ce qui empêchera l'asphalte de se fissurer quand la terre sous Mexico tremblera à nouveau. » Les Mexicains sont fiers de cette technologie. Et ils ont raison. Une route avec ajout de vieux pneus dure 3 fois plus longtemps. Elle ne craint pas l'eau, car le caoutchouc repousse l'humidité, l'empêchant de pénétrer dans les pores et de détruire la base. De plus, ces routes sont bien plus silencieuses. Mexico est l'une des villes les plus bruyantes de la planète, et chaque décibel absorbé par cette autoroute en caoutchouc est une bénédiction. Si le broyeur incarne la force brute de l'usine Granutech, l'atelier de modification du bitume en est l'esprit raffiné et dangereux. Nous quittons la cour bruyante et gravissons un escalier métallique vers une plateforme où trônent des cuves de mélange gigantesques. Ici, l'air change de nature.
À la place de la poussière sèche de caoutchouc, vos poumons s'emplissent d'un brouillard lourd et huileux. C'est l'odeur du bitume chaud, mêlée à l'arôme douceâtre des polymères en fusion. Au centre de la plateforme se dresse le réacteur, un immense thermos d'acier à l'intérieur duquel se produit une véritable alchimie. La température y est maintenue à 180 degrés Celsius. C'est un seuil critique. En dessous, la réaction ne démarre pas. Au-dessus, le bitume s'oxyde rapidement et perd ses propriétés. Je vois, à travers une vis automatisée, se déverser dans le bitume brûlant, noir comme la nuit, cette même farine noire, des particules de caoutchouc d'1 millimètre maximum. Dès que la miette touche le liquide brûlant, un miracle physico-chimique s'opère. Vous ne le voyez pas à l'œil nu, mais les capteurs sur les écrans l'attestent. La viscosité du mélange se met à grimper en flèche. Le caoutchouc ne fond pas simplement, car celui des pneus est vulcanisé, il ne peut se liquéfier comme de la glace. À la place, c'est l'adsorption qui entre en jeu. Les particules de gomme se mettent à boire, les fractions pétrolières légères du bitume. Une particule de caoutchouc double ou triple de volume. Elle gonfle, devenant une structure gélatineuse souple et élastique. À l'intérieur du réacteur, les malaxeurs à haut cisaillement incorporent littéralement cette gomme gonflée dans la structure du bitume. Ce ne sont plus deux substances distinctes. C'est un liant modifié. « Regarde le manomètre !» hurle Carlos en désignant l'appareil. La pression monte, le mélange devient plus épais que du miel. Au niveau moléculaire, se produit une dévulcanisation. Une partie des liaisons soufrées du caoutchouc se rompt et les chaînes polymères s'entrelacent avec les molécules de bitume. Elles forment un nouveau réseau, une sorte d'armature à l'échelle microscopique. C'est précisément ce réseau qui constitue le secret de cette éternité. Comparons maintenant. L'asphalte ordinaire, c'est de la pierre agglomérée par du bitume pur. Sous le soleil ardent de Mexico, il ramollit. La nuit, lorsque les températures fraîchissent, il durcit et devient friable. Avec le temps, il finit par ressembler à un biscuit sablé desséché. Il suffit qu'un poids lourd roule sur un tel revêtement pour que des micro-fissures apparaissent. L'eau s'y infiltre, gèle ou érode simplement la base. Et voilà! Vous retrouvez un nid de poule à la place de la route. L'asphalte au caoutchouc de Granutech fonctionne comme une dalle de caoutchouc résistante. Lorsqu'un camion exerce une pression sur cet asphalte, celui-ci ne se fissure pas. Il se déforme et, c'est le plus important, reprend sa forme initiale. C'est ce qu'on appelle la récupération élastique. Nous nous approchons du robinet de sortie, où Carlos recueille un peu du mélange final dans un récipient métallique pour le tester. Lorsqu'il refroidit légèrement, il l'étire comme du caoutchouc. Un bitume ordinaire se déchirerait tout simplement, mais celui-ci forme de longs filaments, rebondit et se rétracte à nouveau. Sous nos yeux, en ce moment même, des tonnes de cette masse noire se déversent dans la benne du camion. La température se maintient toujours aux alentours de 160 degrés. Le mélange exhale la puissance et le progrès. Ce camion prendra la route vers la périphérie d'Ecatepec, où demain matin, les Mexicains se rendront au travail par cette nouvelle voie. Une route qui ne craindra ni le soleil du Texas, ni les pluies diluviennes, ni les bus surchargés. C'est là le véritable triomphe de Granutech. Nous avons pris les déchets les plus difficiles. Nous les avons fait traverser l'enfer à 180 degrés. Nous avons transformé leur nature chimique et en avons fait le fondement d'une circulation sûre. Ici, sur cette plateforme, au milieu de la vapeur et du fracas métallique, vous comprenez. L'avenir n'a pas nécessairement besoin d'être propre et blanc. Parfois, il est noir, collant et sent le caoutchouc brûlant. Il existe un métal plus cher que l'or, qui contrôle l'avenir des voitures électriques
et qui alimente votre téléphone en ce moment même. Un métal pour lequel se déroulent de véritables guerres au Congo, où des enfants creusent la terre à mains nues, tandis que les multinationales déboursent des milliards pour garantir leur approvisionnement. C'est le cobalt, l'élément le plus controversé de l'ère des batteries, sans lequel aucune batterie lithium-ion au monde ne pourrait fonctionner. Une roche qui ressemble à de la pierre grise tachetée de rose, mais dont la valeur dépasse celle des métaux précieux, car d'elle dépend la capacité de l'humanité à se libérer du pétrole. Plongeons dans l'univers sombre du minerai de cobalt, où le progrès technologique se heurte à la géopolitique, à l'exploitation et à une lutte acharnée pour les ressources. Commençons par le cobalt lui-même. C'est un métal gris argenté, avec une légère nuance rosée, magnétique, dur et résistant à la chaleur. Mais sa véritable valeur ne réside pas là. Le cobalt possède cette propriété unique de stabiliser la structure des cathodes dans les batteries lithium-ion. Sans lui, les batteries surchauffent, perdent leur capacité, peuvent s'enflammer ou exploser. Chacun de vos appareils, smartphone, ordinateur portable, écouteurs, cigarette électronique, contient du cobalt dans sa batterie. Et chaque voiture électrique sur la route renferme entre 5 et 20 kg de ce métal. Le minerai de cobalt a une apparence peu remarquable. Les minéraux les plus courants sont la cobaltite, l'érythrite, la skutterudite. La couleur varie du gris au noir, parfois avec des nuances roses ou violettes dues aux impuretés. L'érythrite est surnommée « fleur de cobalt » en raison de sa couleur rose framboise. C'est elle qui trahit la présence de cobalt dans la roche. Mais le cobalt en lui-même forme rarement des gisements distincts. Il est généralement extrait comme sous-produit lors de l'exploitation du cuivre ou du nickel. Et c'est là que commence le véritable problème. Environ 70% du cobalt mondial provient d'un seul pays, la République démocratique du Congo. Un cauchemar géopolitique. Imaginez que la quasi-totalité du cobalt pour toutes les batteries de la planète dépendent d'un seul pays africain instable, rongé par la corruption, les conflits et des conditions de travail épouvantables. C'est comme si tout le pétrole mondial se trouvait dans un unique endroit susceptible d'exploser à tout moment. La région du Katanga, au sud de la RDC, est un phénomène géologique, la fameuse ceinture de cuivre. Sous terre gisent d'immenses gisements de minerais de cuivre, contenant entre 0,1 et 0,5% de cobalt. Cela semble peu, mais quand on extrait des millions de tonnes de cuivre par an, on obtient au passage des centaines de milliers de tonnes de cobalt. Les gisements les plus riches atteignent jusqu'à 1% de cobalt, ce qui est déjà considérable. L'extraction se fait de deux manières, les mines industrielles des grandes corporations et ce qu'on appelle les mines artisanales, c'est-à-dire l'extraction rudimentaire. Les mines industrielles sont des complexes modernes, dotés d'équipements valant des milliards de dollars, où travaillent des milliers de personnes. Le minerai est dynamité, chargé par d'immenses excavateurs, transporté vers les usines de traitement. Tout est automatisé, contrôlé, relativement sûr. Et maintenant, l'extraction artisanale, c'est l'enfer sur Terre. Des dizaines de milliers de personnes, dont des enfants dès l'âge de 7 ans, creusent le minerai à la main dans des mines primitives sans aucune sécurité. Ils descendent dans des fosses profondes de 40 à 50 mètres par des échelles branlantes, sans casque, sans étai, sans ventilation. Les éboulements tuent régulièrement, des dizaines de morts par an officiellement, en réalité, sans doute bien davantage. Ils creusent à main nue ou avec des outils rudimentaires, remplissent des sacs de minerais et les traînent jusqu'à la surface. Ils gagnent quelques dollars par jour, une misère, même selon les standards africains. Le minerai est vendu à des intermédiaires qui l'acheminent vers les entrepôts d'entreprises chinoises. Là, il est contrôlé,
payé en liquide, puis expédié pour être transformé. Aucune traçabilité, aucune garantie d'origine. Les organisations internationales de défense des droits humains tirent la sonnette d'alarme depuis des années. Amnesty International, Human Rights Watch publient des rapports accablants sur le travail des enfants, l'exploitation, les conditions périlleuses. Des géants comme Apple, Tesla ou Samsung jurent qu'ils n'achètent pas de cobalt issu de mines artisanales. Mais la chaîne d'approvisionnement est si opaque qu'il est quasiment impossible de retracer l'origine exacte du cobalt dans une batterie donnée. La Chine contrôle l'essentiel du raffinage du cobalt. Même si le minerai est extrait au Congo, il est acheminé vers la Chine dans des fonderies. Là, on en extrait le cobalt, on le purifie et on fabrique les composés chimiques pour les batteries. Oxyde de cobalt, sulfate de cobalt. Ensuite, ces composés partent vers les usines de production de batteries, elles aussi majoritairement situées en Chine ou en Corée du Sud. La Chine contrôle environ 80% du raffinage mondial du cobalt. Cela lui confère un pouvoir géopolitique considérable sur la transition mondiale vers les véhicules électriques. Le raffinage du minerai de cobalt est complexe. S'il s'agit d'un minerai de cuivre-cobalt, il est d'abord broyé et enrichi par flottation, ce qui permet de séparer les sulfures de cuivre et de cobalt de la gangue stérile. Ensuite, le concentré est fondu dans des fours à 1200 degrés Celsius, produisant une matte, alliage de sulfure de cuivre, de cobalt et de fer. Le mat est soufflé à l'oxygène dans un convertisseur, oxydant le fer et le soufre. On obtient du cuivre brut contenant du cobalt. Ensuite, les métaux sont séparés par des méthodes hydrométallurgiques. Dissolution dans l'acide sulfurique, purification de la solution des impuretés, précipitation sélective d'abord du cuivre par électrolyse, puis du cobalt. Ou bien, on utilise l'extraction par solvant. Le cobalt passe dans la phase organique, se sépare du cuivre, puis est reprécipité dans une solution aqueuse et isolé par électrolyse comme métal pur. La pureté du cobalt pour les batteries doit être de 99,8% et plus. Même des micro-impuretés de fer, de nickel ou de cuivre altèrent les propriétés des batteries. D'où une purification en plusieurs étapes, avec contrôle à chaque stade. Le prix du cobalt affiche une volatilité vertigineuse. En 2018, il a grimpé jusqu'à 95 000 $ la tonne, soit plus cher que l'or au volume. La raison, l'essor fulgurant des véhicules électriques et la crainte d'une pénurie de cobalt. Les entreprises raflaient tout ce qu'elles pouvaient trouver. Puis le prix a chuté à 24 000 $ en raison d'une offre excédentaire et d'une récession qui a frappé la demande. Actuellement, le prix oscille autour de 30 à 40 000 $ la tonne. Les fabricants de batteries tentent désespérément de réduire leur dépendance au cobalt. Ils développent de nouvelles chimies de cathode avec une teneur réduite, voire sans cobalt du tout. Les batteries lithium-fer-phosphate ne contiennent aucun cobalt, mais offrent une densité énergétique inférieure. Elles conviennent aux véhicules électriques bon marché, avec une autonomie moindre. Tesla a réduit la teneur en cobalt de ses batteries à moins de 5% et prévoit de s'en affranchir totalement. Pourtant, il est impossible de remplacer complètement le cobalt dans le segment premium. Les batteries haute capacité des véhicules électriques haut de gamme, offrant 5 à 600 km d'autonomie, exigent des cathodes à forte teneur en nickel et en cobalt. La formule 80% de nickel, 10% de manganèse, 10% de cobalt représente un compromis entre capacité et stabilité. Sans cobalt, ces batteries sont sujettes à la surchauffe et à la dégradation. La demande de cobalt devrait augmenter, malgré les efforts pour réduire son utilisation. Pourquoi ? Parce que le nombre de véhicules électriques croît plus rapidement que la teneur en cobalt dans les batteries ne diminue. En 2020, 3 millions de véhicules électriques ont été vendus. En 2023, 14 millions. Les prévisions pour 2030 dépassent 30 millions.
Même si la teneur en cobalt chute de moitié, la demande globale continuera de croître de manière exponentielle. D'autres pays tentent de trouver des sources alternatives. L'Australie possède de modestes gisements, tout comme le Canada, la Russie, les Philippines, Cuba. Mais ensemble, ils ne fournissent que 30% du cobalt mondial, et augmenter la production rapidement s'avère impossible. Il faut des années pour la prospection, la construction des mines, l'obtention des autorisations. Le Congo reste le fournisseur dominant, et cela ne changera pas dans les 10 à 15 prochaines années. On tente aussi d'extraire le cobalt des fonds marins. Au fond du Pacifique reposent des milliards de tonnes de nodules polymétalliques, des concrétions de la taille d'une pomme de terre, contenant nickel, cobalt, cuivre, manganèse. La concentration en cobalt y avoisine 0,2%. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est constant sur d'immenses étendues. Les technologies d'extraction en eau profonde se développent, mais les conséquences écologiques demeurent inconnues, et la communauté internationale reste pour l'instant prudente quant aux autorisations. Le recyclage des batteries constitue une source potentielle de cobalt. Lorsque des millions de véhicules électriques arriveront en fin de vie dans 10 à 15 ans, leurs batteries deviendront un réservoir colossal de métaux précieux. Les technologies de recyclage existent, on démonte les batteries, on les broie, on les fait fondre ou on les dissout dans des acides pour en extraire le cobalt, le nickel et le lithium. Mais l'équation économique reste complexe. Le recyclage coûte souvent plus cher que l'extraction de minerais neufs.